Rachel Bécuve, bonjour. Vous avez chacun un micro. Ça fonctionne? Tout à fait. Très bien. Alors, vous êtes chef de service adjointe au directeur général à l'emploi et à la formation professionnelle, et vous allez pouvoir nous indiquer un certain nombre évolutions récentes sur ces dernières années en termes de mobilité internationale, avec des évolutions législatives et réglementaires. Jean Arthuis, bonjour. Vous avez également un micro. Alors, Jean Arthuis, vous êtes un artisan de longue date des mobilités internationales, à la fois en Mayenne, dans les Pays de la Loire et beaucoup plus largement en Europe aussi, dans vos différentes fonctions. Vous êtes ancien ministre, vous êtes ancien député européen, vous êtes aujourd'hui président d'Europe Mobilité. La mobilité internationale aujourd'hui, et c'est un constat, elle est plutôt assez peu développée. Bon, les chiffres varient, mais en gros on dit 2-3% d'apprentis qui partent en mobilité, c'est vraiment très peu. Comment, Jean Arthuis, expliquez-vous ce constat ? J'ai essayé de comprendre pourquoi les apprentis ne pouvaient pas partir en mobilité. Chacun se réjouit de ce très beau programme européen qui est Erasmus et dont les étudiants profitent. C'est le processus de Bologne. On constate que les générations Erasmus ont une compréhension du monde, une agilité tout à fait enviable. Très, très bénéfique. Et lorsque je suis devenu député européen en 2014, je me suis dit, mais comment se fait-il que les apprentis, lorsqu'ils partent, ils partent 1 ou 2 semaines, ce qui est très bien, hein, mais pourquoi ne partent-ils pas plusieurs mois pour vivre une véritable immersion? Et pour essayer de comprendre, j'avais proposé un projet pilote. C'est ainsi qu'on appelle quelques opérations expérimentales qui laissent un peu de marge d'initiative aux parlementaires européens. Et donc, on avait fait un projet pilote, Long Term Mobility for Apprentices, pour essayer d'identifier et d'évaluer les freins à la mobilité. Pourquoi ça ne marchait pas pour les apprentis et les apprenants professionnels, les alternants en général? Il y a un espace européen de l'enseignement supérieur. On a failli avoir un espace européen de la formation professionnelle et de l'apprentissage. C'était le processus de Copenhague, mais ça n'a pas marché. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des freins juridiques. C'est aussi un contrat de travail ou un contrat de stagiaire de la formation professionnelle. Des contraintes financières également. Comment assurer l'autonomie financière du jeune pendant sa mobilité ? Des contraintes académiques. Est-ce que nos institutions qui ont en main la délivrance des diplômes reconnaissent les 3 ou 4 mois passés dans un autre pays ? Des freins linguistiques. Parce que la mobilité, c'est pas simplement de permettre aux petits Français de partir dans d'autres pays, mais c'est aussi d'accueillir des jeunes venant d'autres pays. Et ça n'est pas simple. Et ces jeunes d'autres pays, quand qui souhaitaient venir dans des CFA français, se sont dit, mais est-ce qu'on a des enseignements en anglais ? Pas d'enseignement en anglais, ils ne sont pas venus. Et puis il y a des freins psychologiques. C'est pas toujours évident pour un maître d'apprentissage de laisser partir son apprenti pendant plusieurs mois. Alors, et précisément, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce si stratégique de développer les mobilités ? Parce que du point de vue de l'alternant, quand on regarde l'alternant, on comprend bien quels peuvent être les atouts, encore que, on les sous-estime peut-être. Du point de vue des entreprises, pourquoi faut-il, selon vous, démultiplier ces périodes de mobilité à l'international ? D'abord parce que j'ai entendu de magnifiques arguments il y a un instant, hein, de la part de monsieur le maire de La Rochelle et de la part de mesdames les vice-présidentes de l'EP, de l'OPCO-EP. Le vrai sujet, c'est de savoir comment demain on pourra accueillir des ressources humaines dans les entreprises. Les prévisions laissent à penser qu'entre 2025 et 2030, l'Europe va perdre 8 millions d'actifs. Et compte tenu de nos tendances démographiques, on va devoir se poser la question de savoir si on trouvera les collaborateurs que l'on cherche. Et donc les entreprises ont un vrai défi, c'est d'accueillir des jeunes et d'assurer leur formation professionnelle et de leur proposer des parcours de formation professionnelle. Alors, l'ouverture internationale, moi je constate que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont envie de vivre une expérience à l'international. Et si on n'inscrit pas cette ouverture internationale pendant le parcours de formation, ils partiront après. Et s'ils partent après, à mon avis, il y a peu de chances pour qu'ils reviennent dans la même entreprise. Donc, c'est une question d'accueil des jeunes, de formation des jeunes, de leur proposer une trajectoire. Et quand un jeune
rentre d'une telle expérience. Je veux dire que les jeunes qui ont vécu une immersion de plusieurs mois, quand ils s'expriment, franchement, ils marchent sur l'eau. Ils ont acquis confiance en eux-mêmes. Ils ont une agilité, ils ont une créativité. C'est ce qu'on appelle les compétences transverses. C'est le savoir-être autant que le savoir-faire. Et puis, ils ont acquis des compétences linguistiques. La plupart d'entre eux, au bout de quelques mois, se débrouillent en anglais. Donc, je pense que pour les entreprises, c'est bénéfique, à mon avis. Et mesdames les vice-présidentes et monsieur le maire tout à l'heure ont insisté sur ces points. Mais il y a un message à faire passer. Parce que ce n'est pas toujours évident. Il y a des freins psychologiques. Il va partir, même les familles, quelquefois, se posent des questions, en disant, bah oui, mais il va partir dans un autre pays, est-ce qu'il reviendra? Ou est-ce qu'il va rencontrer une jeune fille qui va l'attirer dans son pays? Est-ce qu'on ne va pas le perdre, en quelque sorte? Donc, il faut qu'on en parle de tout ça. Et inversement. Alors, on voit bien, voilà, vous écoutez, et on va avoir tout à l'heure des témoignages opérationnels qui permettront de dire aussi, du point de vue des entreprises et des alternants, quels sont ces apports, à la fois transverses et puis parfois des apports métiers. Rachel Bécuve, si on examine un peu l'ambition des pouvoirs publics en matière de mobilité internationale, on peut se faire un petit peu une petite rétrospective, un petit film à l'envers en se disant 2017, le président de la République dit l'objectif c'est 15 000 apprentis à la fin du quinquennat. Il dit même... Un million. 15 000 apprentis en mobilité à la fin du quinquennat. Oui, non, mais il dit 50% d'une classe d'âge de moins de 25 ans devra passer 6 mois. Absolument. Et quand il dit ça, d'ailleurs, 50% d'une classe d'âge, bien sûr, ça ne concerne pas que les apprentis, pour le coup, mais d'une classe d'âge d'ici à la fin de 2024. Bon, entre-temps, il y a eu bien sûr la Covid, un certain nombre d'éléments. Il y a une recommandation du Conseil de l'Union européenne qui plaide aussi pour qu'il y ait 8% de jeunes, alternants, jeunes en voie scolaire, etc. Donc ça représenterait en France 75 000 apprentis. Ça, c'est le rapport de l'IGAS qui cite ce chiffre-là. Recommandation du Conseil de 2020. Alors, encore une fois, il y a eu la Covid, etc. Où en est-on aujourd'hui et quelle est l'ambition des pouvoirs publics en matière de développement de la mobilité? Merci Nicolas. Oui, on a déjà une ambition qui est plus générale, faire de l'apprentissage une voie d'excellence et d'augmenter le nombre d'apprentis. Donc en fait, on est quand même passé de 300 000 apprentis avant le quinquennat à 850 000 ou 860 000 aujourd'hui, avec une ambition d'1 million d'apprentis. Donc c'est déjà très ambitieux et c'est vrai que si dans ce cadre-là, l'apprentissage à l'étranger et les mobilités à l'étranger, c'est important. Et du coup, l'ambition, elle est encore plus forte parce que comme on multiplie le nombre d'apprentis, si on est sur des ratios, l'ambition du président est vraiment d'envoyer un maximum d'apprentis à l'étranger. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment de montrer que d'une part, l'apprentissage c'est une voie d'excellence, mais par ailleurs, quand on le fait aussi et quand on l'associe à des mobilités à l'étranger, c'est encore plus l'excellence. Puisque à la fois le jeune bénéficie, ou le moins jeune quand c'est un contrat de professionnalisation, bénéficie d'une compétence linguistique. On sait très bien qu'en France, on n'est pas les meilleurs en langue. Par ailleurs, du coup, pour l'apprenti, mais aussi pour les entreprises qui vont recruter ce jeune, avoir une langue étrangère, c'est un plus dans un marché mondialisé. Par ailleurs, comme on l'a vu d'ailleurs dans le motion design, on apprend de nouvelles compétences, on apprend de nouvelles techniques. On sait bien qu'on n'a pas le monopole de la technique en France et de compétences particulières. Et nos voisins européens, mais pas que, dans d'autres pays du monde, savent aussi, ont d'autres techniques. Par exemple, si on parle de la cuisine, on a tous des techniques différentes en matière de cuisine. Et on apprend aussi de son voisin. Et puis effectivement, on enrichit le pays, en fait. Économiquement, on enrichit le pays quand on envoie ses apprentis à l'étranger. Et c'est, comme le disait tout à l'heure, c'est pas la panacée des écoles supérieures ou de l'université. Ça doit être à tout niveau et pour toutes les professions qui existent. Donc on a vraiment une ambition. Donc on a essayé de modifier la loi. On essaye justement juridiquement de faire évoluer les lois, puisqu'en fait, on voit bien
qu'on a un triptyque avec un employé, enfin un apprenti qui est salarié quand il est en apprentissage, contrairement à un étudiant qui n'a pas de contrat de travail, un CFA ou un organisme de formation et une entreprise. Et du coup, ce triptyque est un peu compliqué juridiquement puisqu'on a à la fois un contrat de travail et un contrat avec le centre de formation. Alors quand on part à l'étranger, évidemment, il y a toutes les règles. Qu'est-ce qui se passe en matière de sécurité sociale, de responsabilité de l'employeur. Donc en fait, on avait jusqu'à présent 2 dispositifs qui étaient la mise à disposition ou la veille du contrat. Alors la veille du contrat, c'est j'ai un contrat de travail avec une entreprise X, je pars à l'étranger, mon contrat est mis en veille et je signe un nouveau contrat avec l'entreprise qui m'accueille à l'étranger. Mais ça, c'était pour des mobilités dites longues, donc voilà, plus de 4 semaines. Exactement. Et puis la mise à disposition qui permet finalement aux jeunes de rester sous contrat avec l'entreprise d'origine, qui en garde la responsabilité et qui va à l'étranger. Alors, on a des entreprises en France, des grands groupes, qui ont des filiales à l'étranger. Donc, on a eu par exemple Airbus qui nous a posé la question. Mais moi, j'ai envie d'envoyer mon jeune apprenti en Allemagne. Je peux pas. Je suis obligée de mettre mon contrat, si c'est court, par exemple, en veille, et je dois re-signer un nouveau contrat avec ma filiale allemande. C'est très compliqué. Donc ça, avec la loi de 2023, on a laissé ce droit d'option sans limitation de durée, puisqu'avant, en fait, on ne pouvait mettre à disposition que quand c'était 4 semaines maximum. Et justement, cette loi pour un Erasmus de l'apprentissage, donc 27 décembre 2023, elle avait été générée par tout un tas de réflexions, par le rapport, Jean Arthuis, que vous aviez rendu à Muriel Pénicaud, ministre du Travail à l'époque, sur les freins, les leviers. Ensuite, il y a eu beaucoup de discussions, une proposition de loi, une adoption de cette loi avec quelques éléments clés. Vous en avez cité un, Rachel Bécuve, c'est justement cette mise à disposition qui désormais peut être aussi optionnelle pour des mobilités longues, alors qu'avant elle ne concernait que les moins de 4 semaines. Ça, c'est un premier point. Il y a 2-3 autres points. Il y a notamment la signature de la convention, qui est un élément aussi important, et la prise en charge des cotisations employeurs par les OPCO, qui là aussi est une évolution Merci Nicolas. importante. L'idée, c'est vraiment de simplifier la démarche, parce qu'on n'arrivera pas à réussir les ambitions qu'on se donne si on ne simplifie pas les dispositifs. On le voit bien, aujourd'hui, la simplification, c'est quand même ce qui va permettre à tous, quels que soient les sujets d'ailleurs, d'avancer. Et si on veut que nos jeunes et que les entreprises acceptent qu'ils partent, il faut que ça soit simple. Si c'est compliqué, les gens ne le feront pas, ça prend du temps, on hésite et finalement on reste où on est. Donc effectivement, l'idée c'est de se dire que le jeune qui jusqu'alors signait un contrat avec le CFA ou sur place, si on considère qu'il y a des accords entre les 2 centres de formation, la signature ne sera plus obligatoire. Et la même chose pour l'entreprise, si les conditions d'accueil sont les mêmes. Alors, ça veut dire qu'on a intérêt aussi à travailler avec les entreprises à minima au niveau européen. Après, si on part au niveau international, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais il faut déjà se donner des petits pas et essayer de le faire au niveau européen. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'effectivement nos entreprises, au niveau de l'Europe, accueillent à peu près de la même façon pour éviter de refaire signer. Et par rapport aux AT-MP, ce qu'on appelle les AT-MP, c'est-à-dire la maladie des accidents du travail, l'idée c'est qu'aujourd'hui, ça soit effectivement l'OPCO d'origine qui finance ces cotisations qu'on estime à peu près à 400 €. Enfin, voilà, la direction de la sécurité sociale le prévoit. Donc, ça soit un financement qui soit fait pour que tout ça soit simplifié. Effectivement, que le jeune, quand il a un accident du travail, parce que ce que disait Jean tout à l'heure, il faut sécuriser aussi les familles. Si on a un jeune qui part, il faut effectivement qu'on se dise que s'il lui arrive quelque chose à l'étranger, il est couvert et qu'il ne se retrouve pas sans rien. Donc, c'est très important. Et donc, on espère en tout cas que ces simplifications vont permettre de développer. C'est pas fini. Je pense qu'on a aussi, en toute intelligence, intérêt à réfléchir sur les nouveaux leviers qui permettront ce développement. On a des ambitions européennes, comme le disait Nicolas, avec la recommandation. On en parlait tout à l'heure avec Jean. Il faut vraiment qu'on soit attentif à ce que
toute l'Europe aille dans le même sens, parce qu'on ne pourra pas travailler tout seul. La mobilité, elle est globalisée, elle est européenne, elle pourra être mondiale demain, et il faut vraiment qu'ensemble, on se donne les mêmes ambitions pour tous nos jeunes en Europe. Jean Arthuis, est-ce que cette loi, elle est susceptible, selon vous, de lever les principaux freins à des mobilités, principalement, on va dire, à des mobilités un peu plus longues, de plus de 4 semaines? Est-ce qu'il subsiste encore d'importants freins à lever? Alors d'abord, elle a introduit également un autre élément positif, c'est qu'elle permet de signer des contrats d'apprentissage de moins de 6 mois. Parce qu'un jeune qui vient d'un autre pays va venir pendant 3 mois, par exemple. Et bien jusque-là, le contrat d'apprentissage, alors on aurait pu dire, bon, c'est pas grave, il suffit de signer un contrat de 6 mois et puis on le rompra au bout de 3 mois. Mais je pense qu'il est plus clair de dire qu'on peut avoir des contrats d'apprentissage de moins de 6 mois. C'est ce qu'apporte la loi Maillard de fin 2023. Je pense que les vrais sujets sont aussi les sujets de reconnaissance mutuelle des compétences, des qualifications. Et nous, Français, avec nos 5000 diplômes, on a quelquefois des complexités administratives qu'il va falloir qu'on corrige un petit peu. Le sens du progrès, c'est probablement d'aller vers la reconnaissance des compétences et qu'elle soit une reconnaissance mutuelle et systématique, qu'il n'y ait pas d'interrogation à ce sujet au moment de la délivrance du titre. Et puis, il y a des freins psychologiques. Et ce n'est pas les plus simples à lever. Donc moi, j'apprécie beaucoup ce que fait l'OPCO EP, parce qu'on pourrait dire qu'a priori, EP, ces entreprises de proximité, c'est peut-être pas celles qui ont la vocation la plus forte d'aller vers l'international. Et je trouve formidable que l'OPCO EP ait lancé ce débat et ce colloque sur la mobilité. Donc il faut aussi qu'au plan européen, les organisations professionnelles se retrouvent ensemble, qu'elles se concertent et qu'elles valident cette démarche. Et que les pouvoirs publics proclament leur ambition d'aller vers un espace européen de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Et qu'on arrête cette espèce de discrimination qui fait que les étudiants, il y a un côté élitiste presque dans Erasmus. Il faut démocratiser Erasmus et l'ouvrir très largement à tous les apprentis. Et le couplage apprentissage et ouverture internationale, c'est manifestement le chemin de l'excellence. Dernière question, Rachel Bécuve, elle a trait aux mobilités transfrontalières. Alors on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais la loi de 2018 comportait déjà des évolutions en termes de mobilité, puisqu'il y avait l'obligation faite au CFA d'avoir un référent mobilité internationale. Il y avait également, bien sûr, tout ce qui relevait du financement par les OPCO de la mobilité, avec des pratiques qui peuvent être assez différentes. Mais il y avait un angle mort, c'était la mobilité transfrontalière, qui jusque-là était financée par les régions. Donc il y a eu un peu un trou d'air à un moment donné. En décembre 2022, il y a une loi sur les mobilités transfrontalières. Donc je suis alternant, je me forme dans un CFA français et je vais travailler dans une entreprise allemande ou l'inverse. Cette loi qui a été votée et qui pourrait permettre, vous allez nous le dire, peut-être de rebooster un peu ces mobilités qui aujourd'hui sont pas mal retombées. Où en est-on aujourd'hui de la mise en œuvre de cette loi, décembre 2022 ? Alors, la loi prévoit qu'en fait, pour mettre en place la mobilité transfrontalière, qu'il y ait d'abord un accord, des accords bilatéraux entre chaque pays transfrontalier. Donc, nous, en fait, on a commencé avec l'Allemagne, puisque c'était historiquement le pays avec lequel on avait plus de relations. On a travaillé un accord qu'on a fait avec l'Allemagne et désormais, alors c'est ça la complexité aussi de l'Europe, c'est que dans chaque pays, on doit faire valider cet accord au niveau national. Et en fait, en France, on a une république unitaire, mais en Allemagne, c'est un fédéral. Donc, c'est beaucoup plus compliqué qu'en France. Donc, ils doivent passer par les Länder, effectivement. Mais c'est en cours. Donc, on espère que cette année, en tout cas en 2024, on arrivera à faire approuver ces deux textes. Alors, je pense que nous, c'est plus simple que les Allemands, mais on ne pourra pas le mettre en place tant que les deux États n'auront pas fait approuver leur texte. On a prévu, donc... Ces accords bilatéraux, l'avantage, c'est qu'on s'adapte finalement au pays dans lequel on fait l'échange. Donc on applique les règles, on constate quelles sont les règles applicables
par exemple chez les apprentis, chez les Allemands, on regarde en France comment ça fonctionne, on regarde comment est le contrat de travail en Allemagne, et on essaye de trouver, j'allais dire, un point commun, un point de convergence pour que ça fonctionne bien des deux côtés. Donc ça, c'est l'Allemagne. On a, nous, un sujet avec les pays transfrontaliers, quand on a des pays transfrontaliers où finalement la rémunération et l'attractivité des métiers sont meilleurs que chez nous. Donc par exemple, avec l'Allemagne, c'est vrai que jusqu'à présent, on avait plus de Français qui allaient en Allemagne que d'Allemands qui venaient en France, à Strasbourg. Et on est en train de travailler avec la Suisse et la Belgique. Alors je pense que la Suisse, ça sera encore plus compliqué, mais je pense que l'attractivité de la Suisse pour nos jeunes risque de rester en Suisse et pas de revenir en France. Et puis on travaille aussi avec la Belgique. Mais je pense qu'on a intérêt, alors c'est là qu'il faut travailler avec les branches, avec les compétences, pour qu'on arrive à faire de ces mobilités transfrontalières un atout et qu'on attire aussi des Allemands, des Belges et des Suisses. Alors je sais qu'il n'y a pas que la rémunération, mais il faut peut-être aussi voir comment on arrive dans les métiers où il y a ces mobilités, voilà, une attractivité qui est plus forte. Donc c'est en cours, donc on attend pour l'Allemagne. Je ne rentrerai pas dans l'accord franco-allemand parce que c'est un peu technique, mais en tout cas, c'est des négociations, ça prend du temps, parce que ça nécessite chacun aussi pour chaque pays d'accepter l'autre, et pas de dire c'est ma réglementation, je te l'impose. Et donc voilà, mais ça fonctionne bien. Alors c'est vrai que ça fonctionne bien souvent dans des pays où il y avait déjà des méthodes et des pratiques. J'ai pu, avec l'OLAF, participer à une réunion à Strasbourg. On voit bien que les échanges, ils existent depuis des années et qu'en fait, ce n'est que finalement la matérialisation de pratiques déjà existantes. Merci beaucoup Rachel Bécu. On aura l'occasion d'ailleurs de revenir, mais plutôt en fin de journée, sur ces enjeux de simplification. D'ailleurs, on a une question qui est arrivée par le biais de l'application sur justement enjeux de simplification par rapport à la diversité des pratiques. Et à l'issue de nos échanges en fin de journée, on évoquera ce point-là. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Jean Arthuis. Merci Rachel Bécu. Vous vouliez ajouter un mot? Puis je revenir sur un point. C'est vrai qu'il y a des freins et des obstacles. Mais tous ceux qui invoquent les freins et les obstacles, c'est ceux qui n'ont pas tellement envie de changer les choses. Quand on a des volontaires, ils trouvent toujours des solutions. Donc, je voudrais dire à tous ceux qui sont prêts à s'engager dans cette voie, puisque tout le monde reconnaît que c'est formidable. Le diagnostic est unanime. C'est formidable pour les jeunes, c'est formidable pour les entreprises, c'est formidable pour l'économie de chaque État membre et pour l'Europe, parce qu'on sera plus compétitif et on pourra produire au moins l'équivalent de ce qu'on consomme. Donc on sera plus souverain, mais il y a des freins et des obstacles. Alors, je pense que les pouvoirs publics vont faire tout ce qu'ils peuvent pour lever les freins d'ordre juridique, mais il faut que ça parte du terrain et qu'il y ait ici et là des acteurs qui s'engagent. On va le voir à présent. Merci beaucoup, Monsieur Arthuis. Merci, Rachel Bécu.